Et d'info, bienvenue à toutes et à tous. Voici le sommaire. Conférence internationale sur le manioc au Bénin du 11 au 15 juin 2018. Acteurs scientifiques, décideurs économiques et entrepreneurs vont réfléchir sur la transformation du manioc en Afrique. Vous suivrez dans cette édition les explications du recteur de l'Université d'Abomey-Calavi au sujet de la décision de la Cour constitutionnelle relative à la maîtrise de l'anglais avant toute inscription en master et en doctorat. Et puis, sommet historique entre Donald Trump et le président nord-coréen qui va démarrer ce mardi, une rencontre qui doit traiter de la dénucléarisation de la Corée du Nord. Bienvenue dans cette édition. Du 11 au 15 juin 2018, le Bénin accueille la conférence internationale sur le manioc. Des acteurs scientifiques, décideurs économiques et entrepreneurs se retrouvent à Cotonou pour échanger sur les opportunités et défis du développement du manioc dans le monde. La cérémonie d'ouverture des travaux a été présidée par le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Reportage. La filière du manioc est au cœur des échanges scientifiques au Bénin. Premier produit vivrier en Afrique au sud du Sahara, aliment le moins cher, accessible à toutes les couches, la transformation du manioc en Afrique préoccupe les acteurs du monde scientifique, d'où la présente conférence internationale sur le manioc soutenue par le directeur du partenariat mondial du manioc pour le 21e siècle GCP. Une occasion pour le doyen de la FSA d'énumérer les richesses issues de cette spéculation. Le pays compte une diversité de produits à base de manioc qui occupent une place de choix dans l'alimentation de la population béninoise. Véritable rempart contre la faim. La présente conférence constitue une occasion unique d'opportunités de coopération et d'échange avec d'autres chercheurs travaillant sur le manioc, des ONG et des entreprises de production et de transformation du manioc dans un élan de partage visant tant la sécurité alimentaire que la production de richesses. Mais les défis auxquels sont confrontés les acteurs de la chaîne de production ne sont pas moindres, nous dira le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. L'augmentation des rendements face à la diminution de la fertilité des sols, dû à l'absence de jachère par saturation foncière, l'insuffisance de la fertilisation, l'érosion, etc., aux problèmes phytosanitaires de la culture, aux problèmes de stockage du manioc frais et de conservation des produits transformés, la réduction de la durée des cycles culturaux pour limiter l'immobilisation des terres cultivées et permettre ainsi d'assurer d'autres productions végétales dont certaines pourront suppléer à la faiblesse des teneurs en protéines du manioc, l'éradication des maladies virales du manioc. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, quant à lui, invite les participants à décortiquer le thème retenu pour élaborer des recommandations concrètes. Les opportunités donc pour l'Afrique à travers la culture du manioc sont nombreuses et sont de bonnes nouvelles. Vos analyses, vos réflexions devraient apporter des solutions indispensables à l'accroissement qualitatif et quantitatif de la production de manioc et de ses dérivés et surtout des revenus à ceux qui pratiquent cette culture pour les sortir de la précarité, de la pauvreté. L'attente du gouvernement du Bénin est de s'enquérir des avancées scientifiques réalisées dans le monde et d'anticiper, je dis bien d'anticiper le montage et la mise en œuvre des programmes de recherche et de développement de la filière manioc. Le manioc est une plante industrielle qui offre beaucoup d'opportunités pour l'Afrique, raison pour laquelle cette conférence passera en revue tous les aspects importants du développement de la culture du manioc. La 10e session de la réunion tournante des experts et des ministres du programme de développement de l'autoroute du corridor Abidjan-Lagos a pris fin la semaine écoulée au Bénin. Des travaux qui ont permis à ces ministres d'élaborer une feuille de route. Je vous propose de suivre un extrait des propos du ministre des Infrastructures et des Transports, Alassane Seydou, à la cérémonie de clôture.
Le projet de réalisation de l'autoroute du corridor Abidjan-Lagos est un projet intégrateur inédit qui est en train de faire son chemin grâce à la synergie de vision des chefs d'État, aux efforts des ministres et des experts des 5 pays membres du corridor. Cette synergie d'action a permis un avancement significatif du programme grâce à l'appui des partenaires au développement, dont le chef de file est la Banque africaine de développement. Il est à saluer le dévouement des cadres techniques à divers niveaux concernés par le programme. C'est la raison qui motive notre présence ce jour dans cette majestueuse salle de la conférence de l'hôtel Azalaï qui abritera dans les instants qui suivront les activités ci-après. Point de la signature des différents accords de prêts et de dons par les États membres. Revue des procédures et conditions préalables au premier décaissement de ces prêts et dons. Mise en place de la cellule d'exécution du projet. Point de la passation de contrats avec les différents consultants qui interviendront dans le cadre de la réalisation des études techniques de l'autoroute du corridor Abidjan-Lagos et les audits y afférents. Signature de l'accord intergouvernemental relatif à l'établissement de l'autoroute de gestion, de l'autorité de gestion du corridor Abidjan-Lagos, Alcoma, et actualisation du calendrier de mise en œuvre du programme. Il convient de préciser que les objectifs liés au point cité, supra, ont été largement débattus au cours de la réunion des experts des 5 États membres du corridor ici présents qui ont travaillé d'arrache-pied depuis le mardi 5 juin 2018 pour élaborer un rapport qui sera soumis à l'attention de la présente session des ministres. Des propos recueillis par François Roumbédéreto et Denis Maroya. Vous le savez déjà, le professeur Joseph Diogouinou a pris officiellement les rênes de la Cour constitutionnelle le 8 juin dernier. À 49 ans, il devient le plus jeune président de cette haute juridiction depuis l'avènement du renouveau démocratique au Bénin. Mais comment les citoyens béninois ont-ils accueilli la nouvelle de l'élection de l'ex-ministre de la Justice à la tête de la Cour constitutionnelle? Élément de réponse dans cet extrait. Entre, je dirais, doute ou plutôt crainte et attente, on ne sait pas quoi choisir. On ne sait pas si, évidemment, son passage à la Cour sera à la hauteur des attentes de la population. Mais, néanmoins, moi j'accueille très bien la nouvelle parce que nous avons vu le professeur Diogouinou en tant que professeur qui était très bien. Nous l'avons vu en tant que politique et il faut dire que, évidemment, il a été aussi bon comme politique. Maintenant, nous l'attendons comme président de la Cour. Donc, tout ce que nous pouvons espérer réellement, c'est qu'il soit à la hauteur des attentes de la population et qu'il ne soit pas à la solde d'une personne, et qu'il soit à la solde de la République, de l'État. C'était prévisible de toute façon. C'est vrai que j'avais pensé en temps à un revirement de situation, quelqu'un d'autre, mais bon, voilà, je pense que les carottes sont cuites et ce qu'on soupçonnait tous est devenu une réalité. Ma réaction par rapport à ça, c'est beaucoup plus un peu d'amertume associée à de la joie parce que déjà, premièrement, je peux dire que c'est déjà une fierté parce que c'est un jeune qui est à la tête de la Cour constitutionnelle, donc c'est déjà une prime à la jeunesse. Et aussi, c'est un parcours, il n'a pas volé son parcours, il n'a pas volé le titre, il a vraiment le parcours, la carrure d'être président de la Cour constitutionnelle. Maintenant, vu son passé politique, vu tout ce qu'on a connu de lui dans un passé récent au gouvernement, cette posture de président de la Cour constitutionnelle me fait penser qui ne pourra pas avoir les coudées franches, qui ne pourra pas exercer cette tâche noble, qui ne pourra pas protéger notre constitution comme cela se doit, parce qu'évidemment, ayant été aux affaires et étant un très proche collaborateur du chef de l'État actuel. Pour moi, j'approuve bien sûr cette élection, parce que Diogouinou, il n'est pas n'importe qui dans le domaine du droit au Bénin. Donc tout le monde connaît en tout cas son importance dans ce domaine. Donc je vois, en tout cas moi j'apprécie bien cette élection-là.
Car certains, à certains postes donnés, lorsqu'ils font certaines choses, ils sont automatiquement sautés. Mais ce n'est pas le cas avec le ministre de la Justice, M. Diogbenou, mais le voilà maintenant à la tête de la Cour constitutionnelle. Nous parlons d'homme sage, parce qu'arrivé à la Cour constitutionnelle, on devient homme sage de la justice béninoise. Mais qu'est-ce qui va se passer à la tête de la Cour constitutionnelle si déjà au niveau du ministère, nous avons de telles situations? M. Diogbenou, je lui demande tout simplement de vraiment faire ce qu'il faut et d'agir en homme sage. Parce que nous savons que dans ce pays, parlant d'homme de droit, il est bien qualifié. Alors, en plus de sa qualification, qu'il y mette vraiment de la sagesse, car il est dans la cour de la sagesse et tout ira bien. Agir en homme sage, c'est le vœu de certains citoyens. La maîtrise de l'anglais est désormais obligatoire avant toute inscription en cycle master ou en thèse de doctorat à l'université d'Abomey-Calavi. C'est la décision des DCC 18-099 de la Cour constitutionnelle en date du 19 avril 2018. Cette décision vient en réponse au recours en inconstitutionnalité formulé contre les notes de service prises par l'ancien recteur Brice Sessin. Face aux hommes des médias, ce 8 juin 2018, l'actuel recteur a levé un coin de voile sur les raisons qui sous-tendent cette décision. Le point, c'est avec Aristide Sété. Mes impressions sont des impressions de satisfaction. Parce que la décision aurait pu aller dans un autre sens. Je saisis donc l'occasion pour remercier très sincèrement les sages de la Cour constitutionnelle pour avoir dit tout simplement que la décision de l'UAC n'est pas contraire à la Constitution. Présentation d'attestation de compétences en anglais, cette attestation est une des pièces du dossier. Une des pièces du dossier que l'on introduit pour demander à être inscrit en master ou à l'école doctorale, pour faire un doctorat. Donc c'est la compréhension qu'il faut avoir de la décision. J'ai lu dans la presse certains écrits que la Cour a imposé l'anglais. La décision de compétences pour être inscrit à ce qu'on appelle le cycle 2, le cycle 3. Le cycle 2, vous savez, avec le LMD, c'est le cycle de master. Le cycle 3, c'est le cycle de doctorat. Ce n'est pas la Cour qui a pris une décision. La Cour s'est prononcée sur la constitutionnalité de la décision du rectorat. Je crois qu'il faut situer les responsabilités. Ce que nous avons voulu faire, c'est que nous sommes dans un monde où nous devons apprendre à nous conformer à l'environnement dans lequel on est. Dans le monde scientifique, l'anglais aujourd'hui, jusqu'à l'instant où je vous parle, peut-être que ça peut changer demain. Vous voyez, un grand pays comme la Chine est devenue aujourd'hui une puissance incontournable. En Chine, on parle anglais. Aujourd'hui, c'est l'anglais. Vous ne pouvez pas prendre part à une activité au plan international dans le domaine scientifique si vous n'êtes pas capable de comprendre l'anglais. Vous allez vous-même vous sentir isolé. Même en France, il y a des conférences qui s'organisent et où la langue de travail, c'est l'anglais. Quand Chirac va aux États-Unis, il parle anglais. Et pourtant, il est le président de la France. Dans notre système éducatif, on commence le français officiel, l'anglais officiellement en 6e. Donc celui qui est au collège, il fait 7 ans de formation anglaise. Il suit des cours d'anglais pendant 7 ans. Et comment se fait-il que lorsqu'il arrive à l'université, tout ce qu'il a développé comme compétence ne lui permettent pas de s'exprimer correctement en anglais? Ça nous interpelle. La plus grande documentation pour des formations universitaires, elle est en anglais. Si vous voulez accéder aux connaissances scientifiques, vous avez l'obligation de savoir lire au moins l'anglais, à défaut de parler avec fluidité la langue. Si vous ne pouvez pas avoir accès à la documentation, vous avez beaucoup de lacunes. L'organisation non gouvernementale Bénin Direct a fait un don constitué de 5 lits médicalisés et 45 lits ordinaires dotés de matelas aux responsables des centres de santé d'Abomey-Calavi. C'était ce vendredi en présence du maire de la commune d'Abomey-Calavi. On fait le point avec Cardo François Roumbé-Dereto et Damien Pedro.
5 lits médicalisés, 45 lits ordinaires, tous dotés de matelas, c'est le don que l'ONG Bénin Direct d'origine allemande, en collaboration avec la mairie d'Abomey-Calavi, a offert au centre de santé de la commune d'Abomey-Calavi. C'est dans l'après-midi de ce vendredi 8 juin, sous les auspices de Georges Bada, maire de la dite commune, que ce pactage a été remis à Madame Virginie Atadaou, médecin-chef de Calavi, et ce devant les représentants de tous les centres de santé d'Abomey-Calavi. Un geste qui est apprécié. Journée de joie pour les agents de santé de la commune d'Abomey-Calavi que nous sommes. Et aujourd'hui, le maire a commencé par appliquer la santé décentralisée, la prise en charge de la santé par la population elle-même, puisque désormais, les élus locaux sont impliqués dans la santé de leur population. Et c'est dans cette droiture-là qu'il est venu nous remettre une première phase de don et fait essentiellement de lits. Comme il a dit tout à l'heure, 5 lits médicalisés, 45 lits ordinaires que nous allons dispatcher dans les différents centres de santé. Si les centres de santé n'ont pas besoin des lits médicalisés, nous allons voir comment faire un clin d'œil à l'hôpital de zone. Pourquoi pas, c'est le maire de toute la commune. Et voilà ce que nous allons faire. Je dis seulement que tous les centres de Abomey-Calavi aujourd'hui recevront au moins un lit par centre, tout au moins. Quant au maire Georges Badar, cette action intervient suite aux différentes demandes exprimées par les acteurs de la santé. Cette intervention, parce que nous avons reçu beaucoup de demandes et c'est clair que sous la casquette d'abord de maire que j'essaie d'enlever par un geste, les besoins sont énormes, nous en sommes extrêmement conscients, mais avec la casquette d'ONG, nous avons des partenaires qui ont accepté de nous accompagner et en nous offrant des lits, des matelas et pour satisfaire nos centres de santé. Le maire et son conseil communal n'entendent pas s'arrêter en si bon chemin. Nous reviendrons et en tant qu'ONG les bras bien chargés parce que les besoins au niveau de la commune sont très importants. La commune en tant que commune fera ce qui est de son ressort, puisque dans notre ligne budgétaire, il est prévu un certain nombre également d'investissements dans nos centres de santé. Et ma foi, la médecin-chef en a parlé, les aides-soignantes qui manquent, au niveau du service également des infrastructures qui manque, donc ça c'est dans le ressort du travail qui sera fait. Des actions qui entrent dans l'application de la santé décentralisée que nous souhaitons observer dans d'autres communes du Bénin pour soulager les peines des acteurs de la santé et surtout celles des populations. Culture dans cette édition. Depuis quelques années, le Bénin cinématographique se révèle au monde. Clap Ivor, Fespaco, Lussor, les films béninois ont infiltré plusieurs de ces festivals en rapportant plusieurs prix prestigieux. Un tableau réalisant pas totalement. Si le cinéma béninois ne se réveille pas, il pourrait très tôt disparaître sans une industrie cinématographique. Le cinéma béninois serait-il un secteur sans industrie? Appréciation dans ce reportage de Fréjus Serlan. Ça m'a permis de voir que être actrice, c'est bon et c'est du boulot. Pourquoi tu fais ça? La toute première fois que je joue un rôle du genre, c'était une très belle expérience pour moi. L'éclosion des films béninois depuis quelques années révèle des talents cachés. Acteurs, ingénieurs, réalisateurs, ils raflent des prix à l'international. Fespaco, Clap Ivoire, Lussor et bien d'autres festivals sont pénétrés par le génie béninois. Non, c'est une blague. Qu'est-ce que tu racontes? Une blague? Démissionner, Noam. Tu sais très bien comment ça a été difficile pour moi d'avoir ce boulot. Très difficile. Et tu en as souffert aussi. Comment tu peux me demander de démissionner? Malgré la production de films, le cinéma béninois serait inexistant. Nous n'avons pas un cinéma qui existe. Un cinéma béninois, ça veut dire des films qui sortent de façon régulière chaque année.
avec un objectif précis et qui sont positionnés sur des marchés qui existent et qui permettent de rentabiliser et de faire retourner la machine. C'est ça ce qu'on appelle un cinéma, ça n'existe pas. Plusieurs facteurs concourent à cet état de choses. Au premier peloton, le faible engagement de l'État. En France, plus qu'ailleurs, c'est l'État qui finance le cinéma. Si vous voyez un film, vous avez toujours la participation du Centre national de cinématographie. Si vous ne voyez pas France 2, vous allez voir telle chose, vous allez voir des entreprises qui financent le film. C'est comme ça. Il y a de grandes entreprises qui reçoivent elles-mêmes des subventions de l'État, qui financent les films, qui ont intérêt, parce que l'État leur fait des exonérations, et elles ont donc intérêt à financer le cinéma. Ici, ça n'existe pas. La mauvaise gestion de la petite contribution de l'État est aussi indexée. Même si ce n'est pas encore suffisant, nous avons au moins un petit fonds qui est mis à disposition pour la production cinématographique. Mais à ce niveau, malheureusement, je ne le dis pas pour donner des leçons, c'est du gâchis, c'est mal exploité. Et bien sûr, là quand on parle du cinéma, on parle du cinéma exportable. On ne parle pas de ce qu'on fait dans les rues, sans aucune norme, sans aucun code. Voilà, c'est de ça que nous parlons. L'État fait des choses qui ne sont même pas exportables dans les festivals. Il y a des fonds dans les ministères où on fait des téléfilms qui passent qu'à la télé. Une fois que c'est diffusé à la télé, ça ne sert à rien, ça ne va nulle part. Ça, c'est pas du cinéma. Mais un travail de fond doit être aussi opéré au niveau des structures de financement privées. Parce que les banquiers ne comprennent pas l'activité. On ne peut pas prendre un prêt produit une série ou un long métrage, je dirais une série plutôt, sans avoir ce que nous appelons la période de décalage. On ne peut pas vous faire un prêt et demander que vous commencez par rembourser 1 mois, 2 mois après, alors que la production peut durer 1 an. Par ailleurs, la réorganisation complète du secteur du cinéma s'impose. Si on était organisé, ce serait plus facile. C'est pour ça que nous avons tous ces problèmes. Mais il faut qu'on s'organise. J'ai déjà essayé de motiver certains types de rassemblements. Les rassemblements qui se font dans les grands pays de cinéma sont des rassemblements corporatistes. C'est-à-dire que un cadreur, c'est un cadreur. Un réalisateur, c'est un réalisateur. Un scénariste, c'est un scénariste. Je ne crois pas que quelqu'un puisse se faire passer pour le monteur, le cadreur, le script, le scénariste, le réalisateur et l'acteur. Ça ne marchera jamais. Distribuer un film, distribuer un programme de télévision, c'est un métier. Et si vous décidez de rentrer ou de les laisser, donnez-vous les moyens de pouvoir le faire et bien le faire. Parce que quelle est la chaîne qui doit pouvoir avoir la primeur de la diffusion? Tout ça, c'est à apprendre. C'est donc à mettre en place pour faire des petites gloires de grandes victoires. En nous disant, chaque année, nous devons tourner un court-métrage, un long-métrage, une série, voilà. Le cinéma, une question de souveraineté, un secteur porteur de devises, promoteur de la culture et du tourisme, c'est possible. Voter en code pour le régir et y investir fera inévitablement atterrir le Bénin dans le cercle des pays détenteurs d'une industrie cinématographique de qualité. Un reportage de Fréjus Serlandeni Maroya et Fréjus Fiossi. Sénat Noble et une équipe d'artistes ayant adopté le rythme gogoron de Darouet Doto se sont rendus ce vendredi 8 juin au domicile de la légende de cette musique fauchée par la mort le dimanche dernier, tout comme la foule qui défile dans cette maison dès l'annonce du décès de Darouet Doto. Ces artistes sont allés présenter leurs condoléances à la famille de l'illustre disparu. Le point avec Jonas Bouti. Ça grouille toujours au domicile de Darouet Doto à Azové depuis l'annonce du décès de l'artiste, tandis que les incrédules et les curieux déambulent devant sa maison pour vérifier l'information. Les plus audacieux et les plus proches de l'artiste franchissent carrément le portail de la maison pour venir aux nouvelles. Comme en de pareilles occasions, c'est une autre épreuve pour les parents du défunt de narrer à longueur de journée
les circonstances du décès. Étouffé par l'émotion, quand le groupe d'artistes conduit par Sena Noble fit son entrée dans la maison, Elie Doto, l'aîné de l'artiste, âgé de 20 ans et élève en classe de seconde, s'est fait relayer par Baba Félicien dans cet exercice de narration à l'enchaînement du décès de Darouet Doto. On a fait nos sauts du 26 passé jusqu'au dimanche soir, vers les 23h comme ça, on était revenu. Le lundi, il se portait très bien, jusqu'au soir, quand sa tension artérielle a monté. La fin de l'histoire, c'est aussi la fin du parcours terrestre du précurseur de Gogoron, une musique légendaire de la région Adja. Ethnophilosophe de son époque, sans aucun diplôme scolaire et universitaire, Darouet Doto aura marqué son temps pour avoir rendu identifiable sa région natale par un rythme musical. Et c'est quand une flopée d'artistes béninois adoptent finalement le rythme que Darouet Doto leur fausse compagnie. Vraiment, c'est vraiment difficile, compliqué à la fois. Darouet Doto, c'est un baobab, un monsieur sans façon, un monsieur qui aime rester là où il y a la paix. Il aime rester autour de nous, auprès de nous, pour la paix. Donc c'est vraiment triste. On n'a aucune force. Il est vraiment parti. Une fois au domicile de l'artiste, l'impuissance humaine face au pouvoir de la mort fait finalement admettre à Sena Noble la triste réalité du décès de Darouet Doto. Darouet Doto est certes décédé, mais pas le rythme Gogoron. À travers ses 25 albums, il vivra longtemps dans le cœur de ses mélomanes et surtout par les œuvres de ceux qui s'engagent à perpétuer le rythme. Aujourd'hui, Darouet Doto a 42 ans. Il a commencé ses musiques en 93 et il a fait 25 albums. Aujourd'hui, il a laissé tout ça et il est parti. Mais Gogoron n'est pas fini. Gogoron persiste toujours. Je voudrais dire à tous les artistes qui ont l'habitude de faire de la musique Gogoron de ne pas se décourager parce que Darouet Doto, il a fait des enfants, il a des frères qui travaillent avec lui, il a des artistes qui ont emboîté ses pas et nous aussi, nous sommes là pour continuer à faire le rythme et ça va grandir plus que ça. Au domicile de Darouet Doto, la délégation des artistes a longuement échangé avec le président des artistes du Koufo. Et même si aucune information n'a filtré de leur discussion, cela laisse entrevoir que les obsèques de l'artiste seront à la taille de sa célébrité. Merci à vous, Jonas Bouti. Fin de cette édition. Merci pour votre aimable attention. À bientôt.